Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres du 19h50 de ce vendredi 14 octobre 2022. À la une ce soir, un enseignant accusé de viol sur mineur à Douala. L'infortuné, actuellement devant les tribunaux, est incriminé pour abus sexuels sur son élève, âgé de 2 ans au sein de l'établissement scolaire. L'heure de la riposte sonne à Toubouro, dans la région du Nord. Pris dans les ténailles du phénomène des prises d'otages, les populations sont désormais sur leur garde. Elles ont mis sur pied des comités de vigilance avec des moyens rudimentaires de défense. Une nouvelle approche pour une économie africaine plus dynamique et attractive. Réflexion menée pendant des jours à Douala au cours d'un forum économique. Paul Obambi, président de la Chambre du commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers du Congo-Brazzaville, est notre invité de la semaine. LAM Tiennet les Douanes reprend du service ce samedi au stade de la réunification de Douala. En ouverture, le choc entre deux grands rivaux, les Astres face à Union de Douala. À suivre, réaction d'avant-match des protagonistes. Voilà pour les titres. Un homme d'une quarantaine d'années se retrouve actuellement à la barre pour une affaire de viol. Cet enseignant est accusé d'avoir abusé sexuellement de son élève de 2 ans et tout est parti d'une tache de sang découverte sur le vêtement de l'enfant. Le récit de Samuel Baïha. Derrière cette grille, le destin de Carla, 3 ans, a été perturbé. Le sous-vêtement tacheté de sang est l'indice qui alerte sa mère le lundi 10 octobre. Je suis allée chercher ma fille à 13h. Comme d'habitude, je me rends compte que l'enfant, son sous-vêtement est sale. C'est rouge. C'est la première année de Carla dans cette école. Le bourreau l'a pénétré dans les 2 voies du postérieur, d'après l'expertise médicale. Carla, à plusieurs fois, aurait identifié le même homme. Pour me rassurer, il me dit de ne pas tirer des conclusions trop actives maintenant, d'aller d'abord dans une clinique ou bien dans un hôpital que je connais qui me vient en tête. De là, on me certifie que l'enfant a été abusé. On réunit tous les maîtres de l'établissement, vu qu'ils ne sont que 2 enseignants là-bas comme hommes qui étaient là ce jour. Et l'enfant identifiait son bourreau comme étant le docteur, sachant que les docteurs portent les blouses blanches dont les enseignants pareils. On dit c'est qui t'a piqué les fesses ici? Elle dit c'est ce docteur, c'est ça. La vie de la fillette est retournée. Ces nuits s'enchaînent de cauchemars. D'après sa mère, l'école n'a jamais réagi. Elle est maintenant plus agressive, si je peux dire ça comme ça. Et la nuit, dans le sommeil, l'établissement ne dit rien. Je me suis même fâchée. Il y a de cela, ça fait une journée aujourd'hui que je me suis fâchée hier, précisément. Je m'en vais, je bavarde à l'école, je demande qu'est-ce qui se passe. Ils font comme si ça ne leur concerne pas vraiment. Pour confirmer ces déclarations, rendues à l'école au quartier Yassa, l'on est resté en rade. Daniel, un responsable de l'établissement, dit qu'une communication sera faite ultérieurement. Et parlons à présent de ce mouvement d'humeur, cette fin d'après-midi de quelques étudiants de l'université de Ngaoundéré, composés en majorité des COPS de la faculté des sciences. Ces derniers réclament le retour de l'énergie électrique sur le campus de Dang. C'est vrai, depuis quelques temps et victimes de coupures prolongées, ils sont sortis ce soir de leur silence pour appeler au rétablissement du courant électrique à l'université. Le calme est revenu après un échange entre professeur Florence Ouffier et Tindjié, recteur de cette institution et les étudiants. Et plus de détails dans nos prochaines éditions de l'information sur Canal 2 International.
À Yaoundé, ça ne roule pas toujours sur du bitume. C'est le cas sur le tronçon Ekounou-Karfong-Komo. Les travaux de réhabilitation entamés sur cette route avancent à pas de tortue. L'entreprise adjudicataire fait face à certains riverains qui refusent de libérer l'emprise publique. Constat de nos reporters Karel Mezatchachuya et Constant Kamgar. Une croix de Saint-André apposée, signe annonciateur de la démolition dans les tout prochains jours de cette bâtisse par la mairie de la ville de Yaoundé, si le proprio ne s'en charge pas lui-même. C'est qu'elle occupe l'emprise publique et entrave les travaux de réhabilitation du tronçon de route Ekounou-Karfong-Komo à Yaoundé, lancé il y a à peu près 3 mois. Ce n'est pas la seule difficulté relevée ici. Des tombes et autres empiètements de riverains aussi gênent la voie. Le maire de la ville, descendu sur le terrain pour voir l'état d'avancement des travaux, ne veut plus de ça. J'ai demandé qu'on donne un délai à ces occupants illégaux pour qu'eux-mêmes commencent à libérer, à démonter leurs baraques pour qu'au moment où la communauté urbaine passera, que cela ne donne pas l'impression que c'est la communauté urbaine qui procède à des démolitions. Non, ce sera tout simplement une libération normale pour que la route ait la largeur et la qualité de vue requise. Malgré ces embûches, les travaux avancent à la satisfaction des usagers. Nous sommes plutôt contents de voir comment ça avance et vraiment il progresse. D'ici, quand on voit la lutte que ça part, on va peut-être, même en décembre, peut-être ça serait très bon pour circuler. Même constat effectué par Luc Messiatangana, à qui l'entreprise à la manœuvre a confié mettre tout en œuvre pour achever les travaux avant les délais fixés en décembre 2022. Le travail se fait normalement et qu'il est bien fait. Il n'est donc pas exclu que ce tronçon de route soit ouvert et offert en cadeau de Noël aux habitants du coin. Et cette mission du maire de la ville de Yaoundé est moins ardue que celle que mène actuellement le Parlement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'Assemblée nationale a dépêché une délégation dans ces régions en crise pour le retour à la paix et la promotion de l'économie digitale. Inès Daniel Ondouambala. 2 préoccupations majeures sont au centre des échanges entre les parlementaires et les autorités locales de la région du Sud-Ouest Cameroun, valoriser l'économie digitale et œuvrer pour un retour à la paix en incitant les jeunes à déposer les armes. Est organisé dans le cadre de la promotion, de la valorisation et peut-être aussi pour nous permettre de mieux comprendre l'économie digitale. Et il n'y a aucun endroit qui est plus indiqué pour le faire que la capitale, je dirais, ouest africaine de l'économie digitale qui est Buea. Le Sud-Ouest Cameroun peine à sortir définitivement de la crise sécuritaire, même si des avancées significatives vers la paix sociale sont enregistrées. Malgré les perturbations socio-économiques, les jeunes émergent. C'est le cas de la Silicon Mountain, dont la renommée mondiale fait de la ville de Buea la capitale ouest-africaine de l'économie digitale. Une délégation parlementaire du réseau Espérance Jeunesse de l'Assemblée nationale séjourne dans le Sud-Ouest Cameroun. Nous avons aussi profité de notre présence pour voir en quelle mesure le Parlement peut contribuer à amener cette paix ou du moins à pousser les jeunes à aller vers la paix et de les sortir de la violence et des extrémismes. Une visite qui suscite beaucoup d'espoir au sein des populations qui attendent les retombées de cette mission parlementaire. Et les économies africaines ont besoin d'être dynamiques et attractives. Plusieurs personnalités du monde se sont réunies à Douala pour valider une approche qui tient compte des spécificités locales. C'était au cours du forum économique de réflexion qui s'est achevé ce jour. Comme invité de la semaine pour cette autre saison, l'île Piédiou reçoit Paul Obambi, président de la Chambre du commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers du Congo-Brazzaville. Il revient sur les axes à corriger par les États africains pour une réelle zone de libre-échange continentale. Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame et merci pour l'invitation.
Vous qui êtes un opérateur économique, vous avez quand même eu ces cris des populations. On a toutes ces richesses, mais on reste pauvre, on reste sous-développé, on n'a pas de lueur d'espoir. C'est une révolution culturelle que nous devons faire. Nous devons aller pour que nos populations se portent mieux. Vous avez quand même remarqué que la classe moyenne en Afrique est en augmentation. Il y a des progrès qui sont faits, mais ce n'est pas suffisant. Il faut accélérer le rythme des changements, il faut accélérer le rythme de ces changements structurels pour que nos pays deviennent et prennent le label de pays développés. Ce n'est pas un label réservé qu'aux autres. Nous avons aussi droit à ce label. Est-ce que également l'enjeu ici n'est pas de cerner la portée des changements économiques, politiques et sociaux face à ces investisseurs étrangers? Parce que vous avez aussi le problème ces derniers temps avec l'actualité de Glencore, d'autres partenaires China Mining qui sont là avec des accords qui ont été signés sur plusieurs années pour l'exploitation de nos ressources naturelles. Est-ce que l'enjeu ne se situe pas aussi à ce niveau-là? Nous avons besoin des étrangers, nous avons besoin de tout le monde pour développer notre continent. Aucun continent ne s'est développé tout seul. Il y a toujours une main étrangère. Les étrangers ont leur place ici. Le problème, c'est mettre les règles du jeu pour que tout le monde soit gagnant. Il est indécent que des entreprises s'installent quelque part qui puissent faire de l'extraction en laissant ces populations pauvres. C'est indécent. Et en allant enrichir et donner le bien-être aux populations qui sont dans d'autres continents. C'est indécent. Je pense que pour moi, c'est ça la bataille. Que ceux qui sont là où on fait l'extraction puissent être les premiers bénéficiaires. Et ensuite, le monde appartient à nous tous. Nous n'allons pas priver de bonheur ceux qui sont en dehors du continent. Eux, ils ont le bonheur grâce à nos technologies. Nous aussi, nous avons eu le bonheur grâce à leur savoir-faire. C'est réciproque. Aujourd'hui, il y a une crise énergétique, il y a une crise du pétrole, du gaz. Pratiquement, c'était sur le continent africain, maintenant c'est au niveau de l'Europe. Il y a également cet appel de la Guinée équatoriale à pouvoir se mettre ensemble pour ne plus subir ces contraintes-là. Nous avons une leçon grandeur nature ces jours-ci. À quelque chose de très malheureusement, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine nous a enseigné beaucoup de choses. Vous ne voyez pas que les Européens se réunissent chaque fois pour des politiques de convergence en matière d'énergie, en matière d'électricité, ça se fait. Donc, il faudrait que nous aussi, nous puissions avoir de la convergence dans nos stratégies énergétiques. Il faudrait que nos pays, nos États, nos dirigeants se concertent et aient une politique d'ensemble sur la stratégie énergétique et électrique. Quelquefois, le barrage dont on parle est à la frontière du Congo et du Cameroun. Mais les populations qui sont à la frontière doivent avoir quand même le bénéfice de cette électricité. Ça a été un plaisir de vous avoir. On espère que ce ne sera pas votre dernière au Cameroun, que vous viendrez pour signer d'autres partenariats, surtout que vous êtes très impliqués dans le développement du continent africain. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir pour cette première saison. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité et une autre thématique. Bonsoir. Et dans la suite de ce 19h50, les gynécologues en conclave à Douala sur la table des échanges, la mortalité maternelle infantile et l'infertilité zoom sur les innovations technologiques. Et le Mercure monte à 24 heures du derby Astre face à Union, match d'ouverture de la première journée de la nouvelle saison de la MTN Elite One. À suivre, réaction d'avant-match. Et nous irons à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée qui a célébré ses lauréats dans la ville de Douala. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Tchad veut mobiliser sur le marché financier de la CEMAC avant la fin 2022. Le pays vient de lancer un emprunt obligataire par l'appel public à l'épargne. Les documents y relatifs ont été signés récemment à Yaoundé entre le ministre tchadien des Finances et des sociétés de bourse. Daniel Anissé-Boutier. Il s'agit du troisième emprunt obligataire de l'histoire du Tchad. Le pays veut mobiliser 100 milliards de francs CFA auprès des investisseurs de la CEMAC pour relancer les secteurs clés de son développement. Et c'est ici à Yaoundé que le ministre tchadien des Finances et du Budget signe le mandat d'arrangement avec les sociétés de bourse retenues pour structurer l'opération.
Elles sont 4, parmi lesquelles Afriland Bourse et Investissement et CBT Bourse. Il s'agit d'emprunter à tout, à la petite population, 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs, pour faire un emprunt de beaucoup d'argent, de milliards, que ne peuvent pas donner les banques. Nous, les arrangeurs, nous allons solliciter la validation des documents par le régulateur, après quoi il faudra donc communiquer auprès du grand public afin de pouvoir collecter l'épargne et atteindre les objectifs fixés par l'émetteur, c'est-à-dire avoir 100 milliards de francs CFA. D'après les garanties de ces 4 investisseurs, l'État tchadien peut déjà se réjouir d'avoir mobilisé 80 milliards de francs CFA avant même le début de l'opération de collecte auprès du grand public prévue en novembre. Aujourd'hui, nous avons des souscriptions fermes de 80 milliards, ce qui fait 80% de taux de souscription déjà effectif. Donc le moment venu, j'ai la faiblesse de penser que nous puissions largement dépasser l'objectif que nous nous sommes fixés. Les fonds ainsi collectés vont permettre au Tchad de relancer son économie à travers la construction des infrastructures scolaires, énergétiques et l'achèvement des grands chantiers de développement. Et la ville de Douala abrite depuis hier le 2e congrès des gynécologues. Avec d'autres experts en fertilité, ils ont tablé sur plusieurs sujets, notamment les cancers gynécologiques, la mortalité maternelle et infantile, l'infertilité, la coopération internationale en matière de santé. Nos reporters Mireille Flore d'Efofotso et Marius Kosso se sont intéressés aux innovations technologiques qui allègent désormais la prise en charge. Tous les couples ayant des soucis de procréation et des moyens modestes peuvent désormais avoir des enfants médicalement assistés, ceci grâce aux techniques révolutionnaires qui réduisent les coûts de la prise en charge. À partir de mes recherches que je fais en Belgique, il y a des nouvelles méthodes maintenant. Il y a une que j'ai mise au point au laboratoire avec mon équipe. C'est où il ne faut pas stimuler la femme. On peut prendre directement les ovocytes à n'importe quel jour du cycle, alors qu'elle ne doit pas se faire traiter avec des hormones, elle ne doit pas s'injecter. Et ça gagne du temps, il y a moins de frais. 24 ans que la procréation médicalement assistée se fait au Cameroun. Jusqu'ici, les spécialistes de la PMA exerçaient sur la base des codes de bonne pratique. Bientôt, ils vont le faire de manière légale. La nouvelle loi qui est en train d'être mise en place au Cameroun sur la procréation médicalement assistée, la PMA. Cette loi a été votée à l'Assemblée nationale au mois de juillet. C'est une bonne chose parce que ça permet aux centres qui font de la procréation de pouvoir travailler de façon légale. Pendant tout ce temps, on travaillait uniquement sur les codes de bonnes pratiques qui ont été élaborés par les sociétés scientifiques. Toutes ces informations ont été rendues à la faveur du 2e congrès conjoint des gynécologues qui vient de se tenir à Douala. Ces gynécologues sont partis de presque tous les pays africains, de la France et de la Belgique, échanger avec leurs confrères camerounais. Ils ont ainsi partagé leur expérience pendant 3 jours dans la capitale économique du Cameroun. Cap à présent au Club France de Yaoundé où nos reporters campent depuis ce matin à l'heure où les premiers sons et couleurs de la soirée de gala du prix de l'excellence Françoise Phoning se dessinent. Je vous propose de les retrouver. Janice, où en est-on avec ce qu'il convient d'appeler le point culminant de la célébration du legs de cette femme aux multiples casquettes? Merci Alain Ghislain, Françoise Phoning dans toute sa splendeur. C'est ce que nous rappellent les tons blancs et or utilisés pour décorer cette somptueuse salle du Club France de Yaoundé. Ici, l'heure est au dernier réglage à l'occasion de cette soirée de gala de la toute première édition du prix de l'excellence Françoise Phoning. Ce prix qui a été mis sur pied par la fondation éponyme pour pouvoir distinguer, pour pouvoir honorer tous ces entrepreneurs qui ont marqué l'année 2022 par leur dynamisme, par leur pétillant, par leur originalité. Ici, le personnel se met en place, il met les petits plats dans les grands, les balances sont en train d'être faites, le bar à fruits juste à côté est en train d'être peaufiné. C'est dire l'ambiance qui prévaut ici pour pouvoir accueillir les lauréats. Alors, c'est près de 200 personnes qui sont attendues pour ce grand événement et nous restons dans l'attente de connaître ceux qui seront non pas le prix de l'excellence Françoise Phoning 2022 mais les prix
de l'excellence. Ici, au Club France de Yaoundé, nous répondons au nom de Janice Kamga et Lionel Kepfeu pour Canal 2 International. Merci Janice Kamga. Et retour à Douala où la surcharge s'impose désormais comme la règle dans le transport interurbain. Une règle que les mototaximens appliquent scrupuleusement. Ils transportent 2 voire 3 personnes à l'arrière. Pourtant, la surcharge reste interdite. Reportage Junior Rossa et Henri Tina. La surcharge sur les mototaxis bat son plein à Douala. Le phénomène roule sans permis. Le pays est devenu trop dur. On augmente de tout. Il faut qu'on bâche pour s'en sortir un peu au moins pour nourrir la famille à la maison. Encore appelé bâchement au Cameroun, la surcharge n'inquiète pas ses conducteurs, pourtant conscients des dangers. On risque nos vies, on risque tout ce qu'on a pour pouvoir arriver là où on part. La clientèle, quant à elle, redoute les désagréments liés au bâchement. Bâcher avec les hommes en fait. Je pouvais bâcher avec les femmes. Parce que les hommes sont généralement mal intentionnés. Et ils mettent généralement les femmes mal à l'aise. Raison pour laquelle j'aime pas bâcher avec les hommes. Dans le milieu du transport à 2 roues, l'on envisage une sensibilisation pour limiter la surcharge et protéger la femme. Les sensibiliser. Mais il faudrait que les femmes, les jeunes femmes, les mamans, les femmes enceintes, les vieilles femmes, les jeunes femmes sachent que leur sécurité nous préoccupe. Et nous sommes en train de continuer à mener des enquêtes et voir dans quelle mesure on va sensibiliser les conducteurs d'engins à 2 roues à ménager les femmes lorsqu'elles empruntent leur moto. C'est en mars 2020 qu'une décision du ministre des Transports venait interdire la surcharge dans ce milieu en CTM. Pas plus de 2 personnes, y compris le chauffeur, par moto, disait alors Ernest Massenangale Bibé, ministre des Transports. En culture, l'artiste Indira dévoile son nouveau single intitulé One Chance. Le vidéogramme de la chanson a été présenté au public cet après-midi à Yaoundé. Je vous propose de le découvrir avec Daniel Anissé-Boudier et Serge Alain-Zibou. À peine disponible, le vidéocam cumule déjà des milliers de vues, commentaires et partages sur les réseaux sociaux. One Chance, la toute nouvelle sortie musicale de l'artiste Indira. Le clip peint le tableau sombre de la jeunesse d'aujourd'hui, miné par des fléaux de toutes sortes et à la merci du danger. C'est tout simplement l'histoire d'une jeune fille qui est perdue dans beaucoup de ce que la communauté a essayé de normaliser dans la société présentement, donc la drogue, l'alcool, le sexe. Donc c'est une jeune qui se perd dans tout ça. À travers la chanson, l'artiste gospel appelle à une prise de conscience des jeunes, adeptes de la convoitise et des limitations. Dans la Bible dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être la lumière dans les ténèbres. Nous sommes appelés à sortir de la foule. La sortie de ce nouveau single n'est que l'arbre qui cache la forêt. Des featuring avec d'autres artistes de renom sont en préparation pour le bonheur de tous les amoureux de la musique gospel. Et de la musique, il y en aura à l'ouverture de la MTN Elite One ici à Douala. Les 39 000 places du stade de la réunification attendent de recevoir les fans du championnat camerounais à l'occasion de l'ouverture de la saison 2022-2023. Et les Astres et Union de Douala ont promis un jeu de qualité lors de la conférence de presse d'avant-match qui s'est achevée il y a quelques minutes. Marc Chouamo et Luciano Ndiako. Pour ce 32e derby de l'histoire en championnat, les Astres de Douala partent avec un léger avantage sur l'Union de Douala grâce à la victoire et au match nul de la saison dernière. Avec l'ambition d'être champion au terme de la saison, les Brésiliens de Bepanda veulent frapper un coup d'entrée de jeu. Nous avons l'obligation de gagner. Maintenant, si on perd, c'est les aléas du foot. Mais je vais te dire une chose, nous sommes là demain pour gagner. Très peu efficace la saison dernière, l'Union de Douala a axé la préparation de cette rencontre sur la réussite devant le but. Le club veut garder son identité, son jeu de possession. On va gagner demain. On oublie d'abord le côté familial. En tout cas, que le meilleur gagne. Il n'y a pas de long discours à faire par rapport à ça. Demain, sur le terrain, il n'y aura pas de rigolade, ça à la fin. La dernière victoire de Nassara sur les Astres remonte au 19 mai 2019. Ce derby
nous a toujours habitués à des buts. Un spectacle de qualité est donc attendu par les fans pour lancer la saison. Un début de saison déjà marqué par les réclamations des présidents de clubs réunis au sein de l'association le 12 octobre dernier qui sollicitent un report de la suite de la première journée à mercredi prochain, entre autres la subvention de la FECAFOOT pour la nouvelle saison en cours et les tenants et les aboutissants du nouveau contrat avec le partenaire TIOF. La FECAFOOT version Samuel Eto'o va-t-elle tenir son pari sans interruption et sans grève d'ici là? En attendant, place au premier acte de la saison entre les Astres et l'Union sportive de Douala. Marc Chouamo, Lucien Ndjako pour Canada International. Et dans le reste de l'actualité, à l'étranger, les Somaliens se souviennent de ces attentats meurtriers du 14 octobre qui ont fait des centaines de morts. 5 ans après, la douleur reste perceptible. Au Burkina Faso, l'heure est aux assises nationales pour nommer un président de transition après le putsch. L'île Piediou, Escalmonde. Des assises nationales s'ouvrent au Burkina Faso pour nommer un président de transition. Ces assises interviennent 2 semaines après le second putsch qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré. Ses partisans souhaitent le voir au pouvoir, malgré sa volonté affichée de ne pas l'être. Les Soudanais hostiles au coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan manifestent contre le putsch de 2021. Depuis octobre 2021, les manifestations ont lieu chaque semaine. Au moins 117 personnes sont mortes dans la répression. Au moins 9 morts après une explosion d'un bus au Mali. Le car transportait des civils dans le centre du pays car il a explosé sur un engin. Il y a 5 ans, un camion piégé a explosé à l'extérieur d'un hôtel situé à un carrefour très fréquenté de Mogadiscio en Somalie. Bilan considérable et près de 600 personnes tuées. La Somalie se remet difficilement de plusieurs décennies de guerre. Le groupe terroriste El-Shebab, des principales villes du pays en 2021, mais reste implanté dans les zones rurales. Plus de 19h50, célébration de l'excellence académique. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée a procédé ce jour à la fête des lauréats de l'année 2022 à Douala. Pour couronner leur parcours à l'IUG, plus de 3000 étudiants ont reçu leur parchemin. Regardez. Comme de tradition, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée célèbre ses lauréats ce 14 octobre à la maison du parti de Boronjo à Douala. L'heure est à la cérémonie solennelle de Fellor 2022, présidée par le gouverneur de la région du littoral, représentant du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Cette fin de matinée pluvieuse pour célébrer au nom de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur en Trichie, les lauréats AQB 2022 de ce jour, ensemble les prouesses réalisées par l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Une journée mémorable pour les 3500 lauréats des spécialités communication et information, gestion et commerciale, carrière juridique, paramédicale, industrielle et technologique qui aujourd'hui s'inscrivent dans le cercle fermé des diplômés de la première université privée au Cameroun. C'est par la grâce de Dieu que je suis là aujourd'hui, donc je suis tellement reconnaissant envers mon Seigneur Jésus-Christ. Tellement contente parce qu'aujourd'hui je suis major et je remercie aussi notre fondateur, paix à son âme, et je suis contente de l'UIG. La formation à l'UIG est adéquate, il y a le suivi, les enseignants sont là pour les étudiants, on a ce qu'il faut pour la formation. Une cérémonie grandiose à l'image des efforts que fournit l'UIG pour la formation professionnelle des jeunes au Cameroun. Depuis 2020, des efforts se sont poursuivis pour continuer à faire de l'IUG un endroit où il fait bon vivre sur les plans infrastructurels, social, académique et surtout heuristique. En s'appuyant sur les recommandations des conseils scientifiques et d'universités qui se tiennent régulièrement,
l'Institut universitaire du Golfe de Guinée a diversifié et intensifié ses axes de coopération avec des universités et grandes écoles de réputation nationale et internationale. Des efforts reconnus à juste titre par le ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, nous a chargé de vous transmettre tous ces encouragements et nous a demandé de vous rassurer de son accompagnement constant et indéfectible au regard des efforts faits par l'IUG. Fondé il y a de cela une trentaine d'années, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée est constitué de 3 écoles, ESG, ISTA, ISA, avec un corps professoral de qualité pour une formation des cadres compétents et leaders de la génération. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Juste après, retrouvez le président de la Fondation Françoise Phoning, Patrice Tiaguet, fait le point de cette édition inaugurale dédiée à l'immense femme d'affaires disparue le 24 janvier 2015. Et ce week-end, au 20h, retrouvez à la présentation Junior Ossin. Moi, je vous retrouve lundi prochain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir et bon week-end.